au MOOC, c'est-à-dire à un cours en ligne qui s'intitule « S'engager dans l'architecture de notre cadre de vie ». Je suis Sandrine Delacroix-Morvan, je suis responsable de communication pour France Université Numérique, qui est l'organisation publique qui diffuse ces MOOC. Je vais aider nos présentatrices à parler du contenu de ce webinaire. Je suis aidée par Gabrielle Sagnet, qui est chargée de communication multimédia, toujours chez France Université Numérique. Bonjour Gabrielle. Bonjour. Et par Wendy Radégon, qui est chargée de support utilisateur et concepteur senior chez France Université Numérique. Bonjour Wendy. Bonjour. Donc Wendy et Gabrielle vont s'occuper de la modération. Et je souhaite une très bienvenue à Véronique Biot, qui est architecte et sociologue habilitée à diriger les recherches en aménagement et urbanisme et qui est également chercheur au laboratoire Espace de travail à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-la-Villette. Bonjour Véronique. Bonjour Sandrine. Nous avons également Élise Macaire, qui est architecte DPLG, docteur en architecture, maître de conférence à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-la-Villette également. Bonjour Élise. Bonjour Sandrine. Alors, quelques petites consignes techniques pour vous indiquer comment ce webinaire va se dérouler. Donc, en bas à droite, vous voyez, il y a un chat. C'est l'endroit où vous allez poser vos questions. Et ces questions, nous allons les relayer à l'oral pour permettre aux intervenantes d'y répondre et que tout le monde profite à la fois des questions, mais également des réponses. Donc, elles vont faire une présentation à l'oral, nous relayerons les questions et la durée totale de ce webinaire va durer 50 minutes, c'est-à-dire qu'à 13h50, nous arrêtons. À la fin du webinaire, il y a un mail qui va partir automatiquement. Dans ce mail, il y aura un lien de rediffusion où vous allez pouvoir revoir le contenu de ce webinaire au format vidéo. Il y aura également le lien pour vous inscrire sur le MOOC S'engager dans l'architecture de notre cadre de vie et également diverses infos qui vous permettront d'aller plus loin et de vous aider dans votre réflexion. Je passe la parole à nos invités qui vont vous souhaiter la bienvenue. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc quelques mots peut-être pour vous parler de notre MOOC. Alors peut-être dire quelques mots, Sandrine, c'est moi qui l'ai dit, sur ce que c'est qu'un MOOC. Je ne sais pas si vous êtes familier de cette formule. Donc c'est un ensemble de vidéos, un cours en ligne, collaboratif, gratuit. Donc des vidéos qui peuvent être consultées dans l'ordre que vous souhaitez. Pour certains MOOC, il y a des exercices de validation, pas pour les MOOC d'orientation, où il s'agit essentiellement de vous donner des informations sur les études et sur les métiers qui peuvent vous intéresser dans le domaine de l'architecture. Vous trouverez aussi en association aux vidéos un assez important appareil documentaire, des PDF que vous pouvez télécharger et qui vont au-delà en fait de ce que peuvent dire les vidéos. Donc, il y a tout un ensemble sur FunMOOC, tout un ensemble de MOOC qui sont destinés à vous aider dans votre orientation, pour vous aider à découvrir voilà, les métiers, les voies de formation, les filières. Et en l'occurrence, Élise Macaire et moi, nous avons été chargés de produire le MOOC que vous voyez s'afficher ici, S'engager dans l'architecture de notre cadre de vie. Donc, il est en ligne. Vous pouvez, peut-être certains d'entre vous l'ont déjà vu, vous pouvez vous y inscrire immédiatement et il sera visible jusqu'à la fin de l'année scolaire. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Tout ça est gratuit et simple, de manière à pouvoir consulter ces vidéos quand vous le souhaiterez. Alors, peut-être la diapo d'après pour entrer un peu dans le vif du sujet. On va essayer d'être assez courte pour laisser vraiment un maximum de temps à nos échanges de questions-réponses. Donc voilà, un rappel pour vous dire que le MOOC est ouvert jusqu'au 30 juin 2023, que c'est un MOOC d'orientation pour vous, lycéens, peut-être pour vos parents, peut-être pour vos enseignants ou pour des personnes qui sont intéressées par les études en architecture, les métiers de l'architecture, qui peuvent être des étudiants en reconversion. Donc le MOOC que l'on vous propose est composé de 25 vidéos courtes, vous voyez, de 3 à 9 minutes chacun, et cette documentation dont je vous parlais, que vous pouvez consulter et télécharger. L'ensemble de ces vidéos étant consultable dans l'ordre que vous souhaitez.
Alors voilà, très rapidement le programme que l'on vous propose dans le MOOC, d'orientation sur, les métiers de l'architecture. On l'a découpé en 3 grands corps, thématiques. Il y a un corps vraiment sur les fondamentaux, pour vous faire connaître, déjà globalement ce que c'est que l'architecture du point de vue des études et des métiers. Faire une petite rétrospective historique, montrer aussi quels sont les enjeux, pour les architectes, dans la période contemporaine. Vous parlez un petit peu, de la réglementation de la profession et des activités des architectes au travail. Voilà, il y a, 6 vidéos qui sont, des vidéos un peu d'initiation pour vous donner, un aperçu en fait de l'ensemble de ce qu'on a à vous dire. Puis on fait un deuxième corps de vidéos qui approfondit la question des études, dans lesquelles on va notamment, détailler la totalité des champs, dans lesquels, les études se déploient, puisque ce sont des études très interdisciplinaires. Et donc on a, avec des enseignants, qui témoignent en fait, et un certain nombre d'images, on a essayé de vous montrer comment se composent concrètement, les études en architecture, quels sont les différents enseignements que l'on suit et quelle forme ils prennent. Et puis on a un troisième ensemble de vidéos, qui, nous a permis d'aller voir en fait, des architectes dans des positions d'activité qui sont pour certaines connues, d'autres moins, et qui témoignent en fait sur, leur métier, les raisons pour lesquelles ils l'ont choisi, ce qu'ils y apprécient, les difficultés qu'ils peuvent y rencontrer, aussi. Donc vous avez là, une dizaine de vidéos, centrées sur, tel ou tel aspect, du métier. Alors bonjour à tous, donc je prends la suite des commentaires. Vous avez en France, 22 écoles, d'architecture. Vous avez également, 2 écoles, qui sont l'école spéciale d'architecture qui est une école privée, les autres étant publiques et vous avez aussi, une école, qui est l'INSA de Strasbourg qui, propose, un cursus, particulier. Mais vous voyez la carte des écoles réparties, presque sur tout le territoire français avec un plus grand nombre, d'écoles présentes, vous avez la liste là sur le côté de la carte, en région Île-de-France, voilà. Mais voilà, il est possible de candidater dans différentes, écoles et elles ont chacune une offre pédagogique, particulière. Donc pour ceux qui veulent faire la démarche, de candidater en école d'architecture, il est recommandé souvent de regarder les sites internet, des écoles pour voir quelle est l'offre et dans quelle mesure elle correspond aussi à vos aspirations, d'enseignement. Alors le cursus est organisé en plusieurs cycles. Vous avez, donc là tout en haut du schéma le 1er cycle de la licence qui initie, à l'architecture et aux fondamentaux, hein, donc ça donne, le diplôme, qui équivaut au grade de licence, s'appelle le diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence, hein. C'est une terminologie un peu particulière et qui permet d'entrer ensuite, dans, le cycle de master qui emmène au diplôme d'état d'architecte qui est équivalent au grade de master. Il faut savoir que, pendant les études d'architecture, de plus en plus les étudiants, organisent des années de césure pour aller à l'étranger, faire des stages, participer à des activités peut-être, humanitaires. Enfin voilà, il y a c'est des études, relativement longues. Et certains, d'ailleurs, font un diplôme sur, 7 ans. Ce sont les bicursus architecte-ingénieur ou architecte-ingénieur qui vont, passer les 2 qualifications en même temps et donc avoir, 2 diplômes, dans le cadre de partenariats montés entre des écoles d'architecture et des écoles, d'ingénieurs. Donc un certain nombre d'écoles d'architecture aujourd'hui proposent ces cursus particuliers qu'on appelle bicursus. Alors vous en avez avec, des écoles d'ingénieurs, mais aussi avec des formations d'urbanisme ou ce diplôme à l'ENSA de Nantes d'architecte manager. Alors une fois que, vous avez le diplôme, d'état d'architecte, ce diplôme, permet bien sûr, d'exercer,
dans le champ de l'architecture, d'ailleurs comme le diplôme de licence. Néanmoins, il ne vous permet pas de vous inscrire à l'ordre des architectes et de devenir architecte en titre. Donc pour cela, il faut passer, donc c'est la petite case qui est en bas à gauche du schéma, l'HMONP, qui est l'habilitation à la maîtrise d'œuvre en son nom propre, qui permet donc cette habilitation qui est une année supplémentaire de formation, qui permet ensuite d'exercer la profession et de porter le titre d'architecte. Pour ceux qui souhaitent continuer les études et faire des diplômes de spécialisation, c'est tout à fait possible. Vous avez des diplômes propres aux écoles d'architecture dans différents domaines, en lien avec des domaines d'activité dont on parlera juste après. Et puis, vous avez des filières de recherche avec le doctorat en architecture et aussi des filières de formation continue pour les professionnels qui désirent revenir se former sur des aspects du métier. Alors, les modalités pédagogiques en école d'architecture sont spécifiques. On a insisté déjà sur la dimension pluridisciplinaire. Vous avez des contenus fondamentaux, c'est l'enseignement du projet architectural urbain avec voilà, l'initiation à la conception architecturale et urbaine, voilà, l'apprentissage de la mise en forme spatiale, de la constitution des enveloppes, de la constitution des structures, des enseignements d'analyse, etc. À côté de cet enseignement-là, l'enseignement de projet, vous avez de l'enseignement d'histoire, de représentation. Toutes les écoles d'architecture ne demandent pas forcément d'être bon en dessin pour aller en école d'architecture. Vous avez des enseignements dédiés à ça. Et puis, voilà, des enseignements sur la connaissance des matériaux et de la construction, des enseignements d'art plastique et visuel, de sciences humaines et sociales, et encore des enseignements de théorie qui permettent de comprendre comment l'architecture est en lien avec des aspects de politique publique ou d'aspects, on va dire, de réglementaires. Alors, les formats pédagogiques sont divers. J'ai parlé de l'enseignement du projet qui se fait en atelier. Enfin, alors selon les écoles, on parle d'ateliers, de studios. Enfin voilà, c'est plutôt des enseignements pratiques et avec des formats plutôt de TD. Mais vous avez aussi des cours magistraux, des enseignements de séminaires. Et puis, dans ce cadre-là, un certain nombre de travaux personnels à produire et aussi des stages d'immersion dans des structures qui peuvent être des structures diverses. Ça peut être bien sûr des agences d'architecture, mais aussi d'autres structures. Alors, un petit mot peut-être pour parler de ce qui nous intéresse dans le MOOC, c'est cette question des métiers de l'architecture et de la pluralité des modalités d'exercice de la profession d'architecte. Donc là, vous avez une représentation qui permet de situer quelques formes d'exercice par rapport voilà, à ce qu'on a repéré comme un pôle plutôt créatif, un pôle plutôt technique ou un pôle plus social, environnemental ou encore politique, avec des activités par exemple, du côté du pôle technique, on l'a évoqué déjà, ce profil d'architecte, d'ingénieur, mais vous avez aussi aujourd'hui des métiers en lien avec, comme le métier de BIM manager, en lien avec la conception assistée par ordinateur. Vous avez aussi voilà, des architectes qui se spécialisent dans le domaine du paysage ou de la scénographie et de plus en plus, vous avez des choses là-dessus dans le MOOC sur les questions d'implication des habitants dans les projets, par exemple, où là, il y a des liens très forts, par exemple, avec des dispositifs de concertation dans les collectivités territoriales. Voilà, puis vous avez d'autres types de métiers, je ne fais pas la liste ici, mais voilà, dans l'humanitaire, le patrimoine, des accompagnements des partenaires des projets. Et là, dans le MOOC, vous avez des entretiens voilà, avec ces professionnels-là qui expliquent leur métier et comment leur pratique professionnelle se déploie. Alors, on a une toute petite question de Myriam qui dit
Est-ce qu'il existe des écoles d'architecture en dehors de la France? Je suppose que oui. Oui, bien entendu, il en existe. Ce qui est un peu particulier à la France, c'est que les écoles d'architecture relèvent non pas du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, mais du ministère de la Culture, ce qui n'est pas le cas, à l'étranger où en général les études d'architecture se font à l'université, souvent dans des départements de génie civil et architecture. Mais, bien sûr, il faut qu'elle se renseigne sur le pays qui l'intéresse et il y a bien sûr des formations en architecture. Emma pose une autre question. Est-ce que vous allez évoquer l'architecture d'intérieur? Alors oui, c'est une question qui est souvent présentée. Les termes, laissent à penser qu'il s'agirait d'un seul métier, en fait, les architectes d'intérieur et les architectes. En réalité, ce sont des métiers assez différents, et les études en architecture d'intérieur sont, menées dans d'autres établissements que dans les écoles d'architecture pour la plupart, hein. Les études d'architectes permettent de déposer des permis de construire pour, édifier des bâtiments. Les études d'architecture d'intérieur ne le permettent pas. Elles sont donc conçues autrement, même si les architectes et les architectes d'intérieur, sont amenés à travailler beaucoup ensemble, ce sont des études qui sont différentes et du coup on n'en parlera pas. En quoi consiste la recherche en architecture? Élise, je te laisse répondre. Ah bah, tu pourras compléter peut-être, la recherche en architecture, correspond en fait à des a on va dire des de la production de connaissances sur le champ de l'architecture qui peut prendre, différentes, directions, hein. Ça peut être, des recherches historiques par exemple sur des architectes, voilà, qui ont pu marquer l'histoire de l'architecture. Ça peut être des recherches, comme nous on connaît bien en tant que sociologue avec, ma collègue, sur, les pratiques professionnelles, l'analyse des pratiques et des systèmes de projet, ou encore d'autres qui s'intéressent, aux usages de l'architecture, de la comment les lieux sont utilisés, par exemple, par les usagers et cetera. Vous avez aussi des recherches, plus liées, au numérique, par exemple, au déploiement du numérique, voilà. En fait, ça couvre, tout le spectre un peu des éléments de la pluridisciplinarité qu'on a évoqués, et donc la production de connaissances sur le champ de l'architecture est vraiment très, très vaste à l'image de cette, pluridisciplinarité. Héloïse pose une question. Peut-on rattraper une école d'architecture suite à un DN-MAID? Oui, alors tout dépend quel est le DNMAID que Héloïse, envisage de faire ou est en train de faire. Mais on a effectivement, des passerelles pour les étudiants qui viennent du DNMAID design d'espace, donc qui est un DNMAID d'architecture intérieure. Donc ça, les passerelles sont à voir au cas par cas avec l'école, dans laquelle elle souhaite continuer éventuellement ses études d'architecture, pour avoir des équivalences, en fonction du diplôme qu'elle peut produire. Myriam, pose une question. Alors, peut-on accéder à une école d'architecture en venant de lycées professionnels? Absolument. Tous les bacs sont possibles, tous les dossiers sont étudiés, et je vous dirais même que dans l'école qu'on connaît la mieux, celle de la Villette, il y a carrément un quota, pour les bacs professionnels dans nos admissions Parcoursup. Donc il y a absolument aucun problème. Surtout, j'imagine que c'est le cas pour les personnes qui en lycée professionnel ont fait des sections, plutôt, bâtiment, génie civil, voilà, qui les aident déjà à avancer sur cette spécialité-là. Quels baccalauréats sont conseillés pour intégrer une école d'architecture? Ah oui, je te laisse répondre Élise ou c'est Alors, on répond toujours qu'il n'y a pas de bon baccalauréat. En fait, et le MOOC, on l'a un peu pensé dans cette, perspective-là avec, à chaque fois, on demande aux intervenants du MOOC de spécifier, en fait, voilà, qu'est-ce qu'il faut pour, se préparer aux études en architecture, et il y a un consensus sur l'idée que, en fait, il faut probablement être curieux, s'intéresser, à l'environnement, au cadre bâti en général, enfin voilà, avoir une ouverture d'esprit, importante par rapport à la voilà, la manière dont le cadre bâti se développe et se constitue, plutôt que, voilà,
des compétences spécifiques, voilà, sur un champ disciplinaire particulier, du fait justement que les études d'architecture sont interdisciplinaires. Donc on a des gens, et c'est pour ça que Véronique parlait de quotas. Nous prenons des gens dans toutes les filières pour avoir aussi justement voilà, des sensibilités différentes dans les classes et donc voilà. Donc il n'y a pas de bonne préparation, mais par contre, d'ailleurs le MOOC est là pour ça. C'est important voilà, de préciser en quoi l'architecture nous intéresse et en quoi on s'imagine, comment on s'imagine, voilà, devenir architecte. Est-ce que le diplôme d'architecture est valable à l'étranger? Alors, tout dépend, s'il s'agit de l'étranger européen ou pas, mais pour ce qui est de l'Europe, évidemment, oui. Les études d'architecture sont entrées dans le processus de Bologne et donc nos diplômes de master sont équivalents à des diplômes de master qui auraient été conduits à l'étranger. Pour d'autres pays que pour l'Europe, c'est vraiment des ententes au cas par cas. Qui font que les diplômes sont considérés équivalents ou qu'il y a éventuellement une formation supplémentaire à acquérir pour pouvoir exercer dans un autre pays. Andrea demande s'il y a une différence entre les études d'architecture et les études d'espace d'art. J'ai vu qu'il faisait aussi de la conception de bâtiments. Alors, comme déjà évoqué, en fait, la profession d'architecte est une profession réglementée avec des marchés protégés. Donc tout le monde ne peut pas, se dire architecte et exercer la profession d'architecte, sans les qualifications nécessaires et d'ailleurs sans l'inscription à l'ordre, et cetera. Donc, on a le champ de la maîtrise d'œuvre qui permet, enfin qui est un secteur, de la construction, et cetera. Mais sur certains marchés, en fait, et notamment au-delà de 150 mètres carrés, il y a obligation du recours à l'architecte. Et pour être architecte, il faut passer par les études en architecture, ce qui est une formation très spécifique et différente des autres formations. Alors, si l'on n'est pas accepté en ENSA, quel choix faire pour pouvoir réessayer de repasser les tests plus tard? Alors oui, il y a certainement plusieurs filières qui sont plus intéressantes que d'autres pour avancer dans sa formation en aménagement de l'espace. Si par hasard on n'est pas, par malheur disons, on n'est pas admis en ENSA la première année de sa candidature, on conseille volontiers aux étudiants à qui ça arriverait d'aller faire un an de géographie, d'histoire de l'art, de sciences sociales. C'est essentiellement ces disciplines-là qui sont assez connexes aux études d'architecture et qui permettent de se former un peu en attendant de pouvoir se représenter à Parcoursup. Mais j'insisterai peut-être sur le fait que ce sont des études un peu particulières, d'une part parce qu'elles sont très exigeantes en temps et en autonomie dans son travail. Ça, il faut le dire, hein, il y a vraiment beaucoup de travail quand on est en études d'architecture et beaucoup de travail à faire chez soi. Donc, il faut vraiment être capable d'avoir un rythme assez soutenu. Et que par ailleurs, ce sont des études qui ne sont pas scolaires. C'est un peu paradoxal de le dire, mais il sera important pour Parcoursup de montrer un intérêt qu'on présente et une maturité que l'on a déjà par rapport à ces questions d'espace bâti, d'espace de vie. Même si les notes ne sont pas très, très élevées, on va finalement aller vers des candidats qui sont déjà mûrs, qui ont réfléchi, qui ont éventuellement déjà une petite expérience associative ou de bénévolat dans des questions qui les ont fait approcher l'architecture avec un peu plus de précision. Voilà, donc si vous n'êtes pas accepté, vous pouvez faire un an d'études dans ces disciplines, mais ça peut être bien aussi d'aller faire des chantiers ou d'aller dans des associations qui s'occupent du patrimoine ou d'essayer de faire un stage. Voilà, tout ce qui va vous faire mûrir en fait dans vos décisions d'aller vers l'architecture. On a une question de Magali qui revient sur la typologie de bac. Elle dit: «Peut-on accéder suite à un bac techno ST2A à un cursus ingénieur archi ou archi-ingénieur?»
Alors oui, en fait, a priori, il est possible d'aller sur, les études en architecture. Après, on a beaucoup de candidatures, hein, qui viennent, de ces filières, technologiques. Après, le cursus architecte-ingénieur est encore plus exigeant que le cursus, en architecture, et donc faut savoir que les niveaux, des dossiers, hein, d'entrée sont très, voilà, sont très élevés. Donc voilà, faut bon, ce qui est recommandé effectivement, c'est de candidater bien sûr, et si, le dossier n'est pas, suffisamment bon, voilà aussi, il y a on prend en compte en général et le dossier et les éléments de motivation. Donc c'est pour ça qu'on insiste aussi beaucoup sur la maturité, par rapport au projet, d'études. Il est possible de passer 1 an peut-être aussi pour mûrir et cetera, et les modes d'évaluation des personnes qui ont fait d'autres études avant, d'entrer dans, les études enfin avant la candidature, on regarde aussi cette année en plus attentivement et cetera. Donc voilà, il y a un niveau d'entrée qui est très exigeant, ça il faut le savoir, c'est des études, assez, voilà, ou qui sélectionnent, durement. Mmh. Oui, alors du coup, peut-être pour compléter ta réponse, Élise, Mmh. conseiller aux personnes, de candidater aussi dans le cursus classique d'architecte, ce qui est une sorte de plan B pour le cas où ils ne seraient pas retenus, dans le double cursus architecte-ingénieur. Noël nous demande: y a-t-il un quota pour le baccalauréat technologique art appliqué? Non, je pense pas qu'on puisse dire ça, et quand j'ai parlé de quota tout à l'heure, c'était vraiment, interne à notre école d'architecture Paris-La Villette. Je ne suis pas sûre que, les autres écoles il faut bien savoir que chaque école a sa méthodologie, hein, pour, répondre aux candidatures Parcoursup, et je ne pense pas qu'il y ait des quotas aussi stricts. Notre idée, et je pense que dans beaucoup d'écoles on la partage, c'est d'avoir des promotions diversifiées avec des étudiants qui viennent d'horizons, scolaires différents. Parce que souvent, ils vont avoir à travailler en groupe et s'apportent mutuellement, beaucoup de choses. Après, je suis pas sûre que ce niveau de détail soit pris en compte, mais voilà, il faut candidater et bien surtout justifier de sa motivation. N'hésitez pas puisque, j'y pense, n'hésitez pas à mentionner dans votre lettre de motivation que vous avez suivi ces webinaires, que vous avez, consulté le MOOC. Tout ça, ce sont des éléments qui nous permettent, nous, de nous dire qu'il y a quand même un peu de substance, hein, derrière votre candidature. Alors, je me permets d'intervenir. Le webinaire que vous suivez en ce moment, c'est pas le MOOC, hein. Le webinaire est juste un petit hublot, un petit aperçu de ce qu'il y a à l'intérieur du MOOC, et le contenu du MOOC va vous apporter bien plus d'informations Bien sûr. que ce que nous, on va pouvoir vous apporter en 3/4 d'heure, hein. Donc, là-dessus, le webinaire, vous pouvez le mentionner, mais surtout, faites le MOOC et dites que vous l'avez fait. Ouais, Alors absolument. Magali nous demande: «Pour devenir architecte, ingénieur paysagiste, y a-t-il un ENSA en particulier?» Non. Alors ça n'existe pas en fait, le triple diplôme architecte, ingénieur et paysagiste, n'existe pas. Donc ce qui peut être la réponse, à Magali, c'est qu'il y a effectivement 2 écoles dans lesquelles il y a des cursus d'architecte, et de paysagiste, c'est à Bordeaux et à Lille, mais voilà, la question de l'ingénieur est encore ailleurs, il me semble, hein. Héloïse, revient sur, la typologie des bacs. Avons-nous des chances d'être acceptés en ayant un bac général, spécialité maths et histoire géopolitique, sans aucune option artistique, en faisant des MOOC et des stages? Je dirais tout simplement oui, bien sûr. D'accord. Oui, oui. Lina nous demande: «Pouvons-nous faire des études d'architecture, puis par la suite se spécialiser dans l'architecture d'intérieur?» Oui, tout à fait. Je dirais c'est un peu comment dire? Je pense que les études d'architecture sont plus globales et plus exigeantes que les études d'architecture d'intérieur, et que déjà dans le cursus d'architecture, vous aurez beaucoup d'éléments, pour travailler sur l'architecture d'intérieur. Donc il est possible que vous n'ayez même plus, par la suite besoin de vous spécialiser. Certains le font dans la pratique, mais sans forcément avoir un diplôme spécifique. Voilà, c'est plutôt qui peut le plus peut le moins, je dirais. Inès demande: «Peut-on entrer dans la vie active avec seulement le grade de licence et le diplôme d'études?»
Alors, on a très peu d'informations, hein, malheureusement, sur ce que deviennent, les diplômés, de la licence, mais vous avez des stages au niveau licence et il est tout à fait possible, avec la formation, de licence, de commencer à travailler, dans, des entreprises d'architecture, hein. Mais malheureusement, on a très, très peu de données là-dessus et d'informations là-dessus. Et la vérité est que c'est quand même plutôt un cursus d'études sur 5 ans. On a vraiment très, très peu d'étudiants qui s'arrêtent, en licence ou alors ils s'arrêtent pour continuer vers l'urbanisme ou vers d'autres domaines, du moins c'est ce qu'on imagine. Mais voilà, il faut plutôt imaginer un cursus d'études un peu en tunnel, hein, sur les 5 ans. Lohan demande: «J'ai appris qu'il existait des semaines intensives ou des stages de découverte dans les prépas. Les conseillez-vous?» Alors, ce sont souvent des formations payantes, hein, voire, très chères. Donc, voilà, on va pas, faire la promotion, de formations particulières. En fait, on a créé le MOOC justement pour remplir un peu cette, de fonction de préparation, mais de manière, gratuite et tout à fait, démocratique, on va dire. Voilà. Andrea demande: «Quels sont les cours types et quel genre d'activités faites-vous?» Alors, c'est un petit peu, la diapo que commentait Elise tout à l'heure. Les cours, enfin la formation en architecture est extrêmement, riche et extrêmement diversifiée. Tous les étudiants nous disent: «Ce sont vraiment des études fantastiques». Parce qu'à la fois, il y a des cours en salle, voilà, qui sont, du même type que ceux que vous avez au lycée, mais vous avez des ateliers, vous avez des workshops à l'extérieur, vous avez un certain nombre de cours qui se déroulent à l'extérieur pour faire du dessin d'observation, pour faire du diagnostic sur le terrain sur lequel vous allez faire un projet. Vous avez des travaux dirigés en informatique, voilà. Vous avez une immense gamme de situations pédagogiques avec quelquefois des grands groupes, un amphi, quelquefois, des beaucoup plus petits groupes pour être accompagnés plus individuellement sur, tel ou tel aspect de l'enseignement. Donc c'est difficile de parler de cours type parce que c'est plutôt la diversité, qui caractérise les études d'architecture. Myriam demande: «Est-ce que les hommes architectes gagnent plus que les femmes?» Alors Et oui. Élise. Et oui, malheureusement, l'architecture n'échappe pas, à un grand nombre de règles, on va dire, qu'on retrouve dans beaucoup, beaucoup de professions et on a des disparités, entre les hommes et les femmes, à la fois, sur la question des revenus, hein, et j'ai envie de dire que ce soit, du côté des chefs d'entreprise, et des revenus des chefs d'entreprise, que ce soit du côté des salariés. Malheureusement, voilà, on a des écarts, de revenus. Et on a aussi des différences de pratiques. Voilà, le métier d'architecte est un métier très prenant et enfin voilà, avec des très très chronophage, avec, qui demande des implications, très importantes et qui et parfois, très peu compatibles, on va dire, avec la vie parentale et donc ça peut entraîner le décrochage de certaines femmes, voilà, qui s'engagent, dans la profession. Donc on a des recherches là-dessus justement pour essayer de comprendre les mécanismes, d'inégalité en fait au sein de la profession et pour lutter contre ces inégalités, les syndicats, l'ordre des architectes, tout le monde y travaille, aujourd'hui, c'est un sujet central, mais il faut être honnête, les constats sont là, il y a des différences. Peut-être on peut quand même préciser que c'est des études qui se féminisent très, très vite. Je pense qu'à ma génération, on était 10 de femmes et actuellement, on en est, je crois, à 56 des étudiants qui sont des jeunes femmes. Donc voilà, il y a aussi la lenteur, pour, faire comprendre que ce métier est mixte, et que les femmes y ont toute leur place. Andréane demande: «Recommanderez-vous les années de césure avant de rentrer dans une ENSA ou avons-nous moins de chances d'être retenus sur Parcoursup?» Alors, si la personne se sent pas tout à fait mûre pour entrer dans une école d'architecture, il me semble que c'est pas mal du tout de faire une année de césure avant de candidater. Surtout si cette année de césure, mais je crois que ça recoupe des choses qu'on a déjà dites, lui permet de s'affirmer, dans sa vocation à aller du côté, de l'architecture et qu'elle commence dans cette année à faire des petites choses qui vont pouvoir, enrichir son dossier et surtout la rendre encore plus, pertinente dans sa lettre de motivation. Tom demande: «Faut-il avoir déjà réalisé du dessin numérique ou une autre forme d'art pour se démarquer et être accepté en école d'architecture?»
A priori non, puisque vous avez une formation, aux techniques de représentation, dans les études d'architecture. Et en principe même, il me semble que les books, des candidats ne sont pas regardés, hein. Donc, Mmh. de toute façon, ça a priori, ça n'entre pas dans la sélection. Après dans le MOOC, vous allez avoir des recommandations de certains enseignants qui vous disent par exemple: «Mais, allez vous promener, sortez dehors, faites 2-3 croquis». En fait, c'est juste, voilà, une démarche personnelle presque de regarder, de commencer à observer, de voir comment, se construit, l'environnement, la ville, les espaces, aménagés, plutôt qu'une formation à proprement parler, hein. On insiste beaucoup sur la dimension de curiosité. Mmh. Alors, on a 2 questions qui sont en parallèle, je vais vous les poser d'un coup. Héloïse qui dit: «Pouvez-vous évoquer un peu les DN-Maid d'architecture?» et Virginie qui dit: «Un élève titulaire d'un DN-Maid Espace puis d'un DSAA, diplôme supérieur d'art appliqué, dans le même domaine, travaillerait-il auprès d'architectes et sur quel type de poste?» Alors, sur la première question, non, il n'y a pas de DN-Maid, d'architecture, hein, il y a des DN-Maid, de, comment je disais tout à l'heure, Le design de design design d'espace. Mmh. d'espace. Mmh. Voilà, qui est en fait une autre manière de parler d'architecture d'intérieur. Donc effectivement, un élève titulaire d'un DN-Maid espace, enfin design d'espace, pourra travailler dans une agence d'architecture, en général assez importante, heu et sera plutôt en charge, bah, comme son nom l'indique, hein, de dessiner les espaces intérieurs, notamment dans les espaces de bureau, dans l'hôtellerie, où il y a davantage peut-être à travailler sur la question des matériaux, des couleurs, du mobilier. Voilà, c'est vraiment ça qui différencie l'architecture de l'architecture d'intérieur, c'est, ce travail plus précis sur, presque le second œuvre, hein, tout ce qui concerne, les revêtements de sol, les luminaires, voilà, le mobilier. Et donc, les gens qui sont, dans ces filières-là, vont travailler aussi dans une équipe au contact des architectes? Absolument. D'accord, OK, Je pense qu'ils peuvent travailler en indépendant et ils peuvent travailler comme salariés dans des agences d'architecture, ça on en connaît. d'accord. Andrea demande: «Quel budget faut-il envisager pour une année en école d'architecture?» Mmh mh. Alors, là, c'est un peu difficile, de répondre, je ne sais pas s'il y a moyen de trouver ce genre d'informations, sur internet. Mais, faut savoir que l'inscription en école d'architecture, est, du même, enfin du c'est à peu près la même chose que l'université, hein. On est, voilà sur, une formation, en école publique. Après c'est vrai qu'il y a des frais, importants, notamment l'acquisition de matériel informatique, mais je crois que ça c'est dans toutes les filières aujourd'hui, pareil. Et il y a, voilà, des impressions à faire. Enfin, aujourd'hui, il y a des maquettes à faire, des impressions, donc il peut y avoir un peu de budget effectivement, à voilà, après il est possible d'être boursier, hein, pour ceux qui ont peu qui sont issus de familles, modestes. Il y a des bourses comme dans l'enseignement supérieur, normal. Oui, il y a beaucoup d'écoles dans lesquelles il y a des coopératives d'achat pour, le matériel, pour, permettre justement aux étudiants d'avoir du matériel moins cher. Si les écoles d'archi s'alignent sur le coût, d'une école à l'université en licence, on paye un peu moins de 400 € par an Ça et à doit être ça. partir du master, c'est-à-dire, bac+4, c'est plutôt aux alentours de 500, entre 500 et 600. Je ne veux pas vous dire de bêtises parce que j'ai pas les chiffres en Ça tête, mais à peu ça vous donne une idée. ça doit être ça, mais ça, c'est l'inscription et c'est vrai C'est qu'après il y juste a d'autres frais. l'inscription, hein. Mmh. Tout à Mmh fait, mh. tout à fait. Alors, Delphine dit: «Est-ce difficile d'intégrer une école d'architecture sur dossier, concours?» Alors, tous les ans, on fait les statistiques, dans notre école et je pense que, c'est représentatif de l'échelle nationale. On a à peu près 10 fois plus de candidatures que ce qu'on a de places, à délivrer, donc en fait, d'inscriptions à prendre. Alors ça ne veut pas dire que quand on candidate, on a une chance sur 10, puisque on sait aussi que beaucoup des candidatures qu'on reçoit sont des multicandidatures et que les candidats, ont candidaté dans d'autres écoles. Mais voilà, c'est effectivement, un peu sélectif et j'espère qu'on vous a donné un petit peu les éléments pour comprendre ce que nous, on attend,
des candidats, qui n'est pas un parfait dossier scolaire. C'est pas vraiment ça qui va nous convaincre, mais un dossier scolaire bon, des capacités de travail importantes et surtout une motivation et une maturité, de la personne par rapport aux questions qu'on va traiter, hein, de la ville, de l'architecture et de l'habitat. Et des modalités de recrutement différentes d'une école, à une autre. Oui, c'est ça, mais passons tous par Parcoursup, hein, il y a Complètement. pas d'autre, Mmh. Myriam demande: «Qu'est-ce que l'ordre des architectes? Quels sont les rapports entre l'architecte et l'ordre?» Alors, il faut regarder le le MOOC pour en savoir un petit peu plus, et éventuellement aller regarder aussi le site web de l'Ordre national des architectes. Les architectes sont une profession libérale comme les médecins, comme les avocats et cetera, et donc l'Ordre des architectes a été créé en 1943, je crois, pour protéger, la profession, c'est-à-dire, tenir le décompte, le tableau, des architectes qui sont autorisés à porter le titre, et donc garantir que, personne d'autre ne vient, finalement, porter un titre auquel il n'aurait pas droit. Alors après, il y a bien sûr beaucoup d'autres fonctions de l'ordre des architectes, qui est de représenter la profession, dans les débats nationaux, et d'animer, l'évolution de cette profession. On n'a peut-être pas beaucoup insisté sur le fait de dire que, la profession d'architecte évolue énormément, bien sûr parce que les architectes sont confrontés à des questions nouvelles, hein, par rapport aux questions climatiques, aux questions environnementales, au mode de vie, et qu'en fait, il y a vraiment, beaucoup de nouveaux problèmes qui se posent aux architectes, qui amènent, voilà, à se positionner différemment, par rapport à ce métier. On construit moins de neuf, on intervient plus sur l'existant, on travaille sur des bâtiments, moins consommateurs de carbone à leur construction, moins énergivores, quand on les utilise. Voilà, tout ça est en train depuis 10 ou 15 ans de modifier assez fortement la profession, et l'ordre, est là pour donner les formations et pour montrer la position, globale en fait des architectes par rapport à toutes ces questions. Andréane demande: «Avez-vous les dates des journées portes ouvertes dans votre école en 2023?» Alors dans notre école, oui, ce sera le 4 février, je crois, hein, le C'est samedi ça, en tout cas. Mmh. c'est ça. Jean-Paul dit: «Pouvez-vous aborder quelques instants la reconversion professionnelle, possible ou pas, vers les métiers de l'architecture?» Oui, alors bien sûr, on a toujours des questions sur la reconversion professionnelle. Elle est toujours possible. Je crois qu'avec une licence, de quelque discipline que ce soit en rapport avec, l'architecture, on peut entrer dans des études d'architecture, moyennant l'effort, à faire pour s'acculturer très vite, hein, surtout sur les disciplines un peu compliquées que sont la conception architecturale et urbaine, enfin le projet, et les sciences et techniques pour l'architecture, donc qui mobilisent un savoir un peu particulier. Mais on a dans nos écoles, des étudiants qui viennent, de parcours professionnels ou de parcours d'étudiants, dans d'autres domaines, et qui sont ravis de se reconvertir en architecture. Oui, je vois que Delphine dit que son mari l'a fait. Myriam dit: «Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un bon niveau en anglais?» Non, pas Alors, non, mmh. c'est pas non plus un critère, qui va être, déterminant. Heu, bon, peut-être que la sensibilité aux langues et à l'ouverture au monde, ça va être, considéré comme un bon élément du dossier. Aussi dans les nouvelles générations, on l'a constaté, il y a, un goût pour, aller voyager, voir le monde, voilà, regarder un petit peu quels sont les enjeux, les problématiques urbaines aujourd'hui à travers le monde. Et donc, il y a, voilà, c'est plus cette question d'ouverture au monde qui va être, en jeu plutôt que la connaissance de la langue en particulier. On a des cours, hein, de langue par ailleurs dans les écoles, et peut-être ça, on n'a pas parlé d'Erasmus. Il y a, bien sûr un nombre important d'étudiants qui vont faire un semestre, de formation à l'étranger, et donc c'est vrai que si on a une langue, soit la langue du pays idéalement, soit l'anglais qui est quand même la langue véhiculaire, ça facilite les choses pour Erasmus, c'est sûr. Inès demande si l'ordre des architectes, chapeaute, les architectes et les architectes d'intérieur ou juste les architectes? Non, non, c'est bien les architectes seulement. D'accord. Héloïse dit: «Hormis les MOOC et les stages, quelles autres actions peuvent valoriser notre dossier?»
Alors, on en a déjà évoqué quelques-unes. On est toujours intéressé d'avoir des candidats qui ont travaillé sur des chantiers du patrimoine, ou qui sont dans des associations, qui se sont intéressés, au cadre de vie, qui ont, éventuellement travaillé sur, le devenir d'une friche urbaine ou d'un espace public. Hem, heu Tout ce qui peut éveiller la personne, à des questions qui touchent l'architecture, et Dieu sait s'il y en a, sont à valoriser dans un dossier. Mmh. De plus en plus, j'ai envie de dire, de collectivités, proposent, aux habitants de s'impliquer dans des projets et cetera. Donc, voilà, faut pas hésiter à aller voir, quels sont, dans l'environnement proche, des éléments de projets qui seraient intéressants comme ça à suivre. Ça donne tout de suite, un regard un peu plus aiguisé sur, voilà, les transformations urbaines. Alors, il y a Andrea qui pose une question. Quand ouvrent les inscriptions, est-ce qu'on a plus de chances d'être pris si on postule tôt? Andrea, là, on parle de Parcoursup, hein. Donc, c'est la procédure Parcoursup qui s'applique à toutes les universités, les écoles qui déposent sur Parcoursup. Oui, donc, pour nous, en fait, c'est opaque, hein, tous les dossiers arrivent en même temps, et il y a pas du tout la question, de postuler tôt ou moins. Il vaut mieux faire un dossier bien complet, bien relu, avec une lettre de motivation vraiment personnelle. Voilà, ne vous faites pas trop aider, par, votre entourage. Restez vraiment très sincère dans ce que vous avez à écrire dans votre lettre de motivation, et déposez votre dossier quand tout ça est bien prêt. Mais, ne faites pas la course, ça ne servira à rien. Moi, j'ai une question sur, les reconversions. Hem, il est évident que les gens qui sont en reconversion vont pas postuler sur Parcoursup. Oui, en Comment ça se effet. passe pour eux? Heu, alors je crois qu'il faut prendre directement contact avec, le service des études, de l'école d'architecture dans laquelle on souhaite, poursuivre ses études, et puis voilà, prendre un rendez-vous. Éventuellement, quelquefois les directeurs des écoles, accueillent les personnes en reconversion, parce qu'elles sont quand même pas si nombreuses, et les cas sont vraiment très différents d'une personne à une autre. Donc là, voilà, c'est vraiment une démarche personnelle qu'il faut faire, et s'adresser à l'école dans laquelle on a envie de poursuivre. Et peut-être que si la personne en question a, déployé des compétences professionnelles dans le domaine de l'architecture, elle peut se les faire valider dans le cadre de la VAE. C'est Ça ça, aiderait. Absolument, c'est absolument. ça. Mais c'est Donc vraiment au cas par cas. voilà, c'est une filière à part, on va dire, c'est-à-dire dans la manière de recruter, il y a, voilà, une démarche, personnelle à avoir et à faire valoir effectivement un dossier parfois de présentation de travaux, enfin pour faire valoir des compétences. On arrive au terme de ce webinaire, on va conclure et puis nous allons clôturer dans 3 minutes. Oui, alors pour conclure, moi j'aimerais revenir sur, ce que je disais tout à l'heure, sur peut-être, la grande diversité des activités des architectes que vous n'avez pas en tête en postulant dans une école d'architecture, et ça me semble important et intéressant pour vous, alors le MOOC est là pour ça aussi, de comprendre en fait qu'un architecte, c'est pas simplement quelqu'un qui travaille dans une agence d'architecture à construire des bâtiments neufs, mais qu'il y a des architectes dans beaucoup d'autres secteurs d'activité qui travaillent de manière très différente de celle que vous pouvez imaginer, et qui sont peut-être, en fait des métiers dans lesquels vous serez très heureux de vous inscrire. Voilà, il y a vraiment, toute cette question de l'environnement qui travaille pas mal la profession actuellement, qui en fait un métier, assez passionnant, raison pour laquelle on a intitulé ce MOOC «S'engager pour l'architecture de notre cadre de vie», parce qu'il nous semble qu'il y a vraiment, une dimension, d'action comme ça, particulièrement forte, en ce moment où toutes ces questions sont soulevées. Hem, pour vous inscrire au MOOC, je vous ai mis les informations dans le chat. Alors déjà, en premier lieu, il faut ouvrir un compte sur la plateforme FunMOOC. On vous a mis le lien. Il y a un tuto, si vous y arrivez pas, il y a un tuto vidéo pour vous aider. Ensuite, vous vous connectez sur, le lien, qui correspond au MOOC en question. On vous a mis le lien également et puis, vous vous enregistrez et vous entrez directement dans le MOOC. C'est pas compliqué du tout, il faut juste suivre la procédure. Merci à toutes et à tous.
de vous être connectés. Merci Véronique, merci à Élise pour toutes ces informations. Nous vous attendons avec grande impatience sur le MOOC. Vous allez trouver plein d'informations supplémentaires. Vous allez pouvoir voir des vidéos qui sont assez extrêmement intéressantes, assez édifiantes. Et puis, on se retrouve sur Parcoursup pour la suite de la procédure. Voilà. Merci bien. Au revoir. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir.